à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes mercredi en fin de journée, nous sommes le 20 mai. Bien, alors, quelques petites brèves. Macron et Véran, oui, notre ministre de la Santé, ont tenté d'expliquer que la relance de la santé est amorcée depuis longtemps. En réalité, c'est un gros mensonge. Le gouvernement a contraint les hôpitaux à une cure d'austérité en réalisant 2,6 milliards d'économies en 2018 et 2019 entre les lois de financement de la sécurité sociale, LFSS, et l'accélération du virage ambulatoire ou des objectifs de masse salariale inférieurs à l'inflation. Les mesures du gouvernement ont pesé sur la santé. C'est bien beau d'applaudir ou d'offrir des médailles, mais si les hôpitaux ne se foutent pas de la charité, ils méritent mieux que l'aumône. Bien, comme disait Lino Ventura, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, très grosse surprise, lundi, interrogé par BFM, le président de la République a nié la pénurie de masques. Vraiment pas à barre d'euphémisme, il nous explique qu'il y a eu une doctrine restrictive en la matière et il justifie les manques du gouvernement par le fait qu'au début du mois de mars, personne ne parlait des masques. Ah bon? Oubliant les alertes adressées en 2018 et 2019. Mais bref, Macron est formel, nous n'avons jamais été en rupture. Voilà, et bien écoutez, si nous n'avons jamais été en rupture, je ne vois pas pourquoi on a mendié auprès des garagistes, des entreprises, des cantinières, pour récupérer, je vous en ai déjà parlé, pour récupérer des charlottes, et les infirmiers se mettaient des sacs poubelles à titre de blouse. Donc, comment le président peut-il oser dire cela, alors que ce gouvernement a menti sur l'utilité des masques, justement pour cacher la pénurie? Donc, en fin de compte, vous apercevez qu'Emmanuel Macron réécrit l'histoire. Nous demandions des masques et des tests depuis des mois, et il n'en avait même pas assez pour les soignants et les Français mobilisés donc sur le terrain, les infirmiers, tout le personnel soignant, ceux qui étaient mobilisés contre ce Covid-19, et bien ceux qui étaient en première ligne apprécieront la façon dont on les moque, en fin de compte, en leur disant qu'il n'y avait pas de pénurie. Et tiens, en fait, le fameux conseil scientifique qui régit la politique du gouvernement, sur 10 membres du conseil scientifique mis en place par Macron, 8 sont liés au consortium de chercheurs qui supervisent Discovery. Son président, Yazda Pana, est lui-même expert auprès de l'OMS et a aidé à promouvoir le Remdesivir fabriqué par le grand laboratoire Gilead, avec qui évidemment il a des liens d'intérêt. Au-delà des liens avec l'industrie, ce qui est gênant, comme l'expliquent des experts, c'est de siéger dans des commissions qui prennent des décisions politiques, surtout en temps de pandémie, enfin de soi-disant pandémie, voilà, bref. Au fait, on nous avait parlé il y a quelques semaines, le départ, l'élan vers les champs. Eh bien, l'élan vers les champs n'aura pas lieu en raison de la reprise du travail d'une certaine partie des personnes, et puis aussi à cause de la rudesse physique quand même de ce type de métier, à laquelle beaucoup de personnes ne sont pas préparées, parce que cueillir des fruits toute la journée, se courber, se baisser, ramasser des fraises et tout, ça ne se fait pas comme ça. Ça va bien 10 minutes, mais des jours et des jours. Donc, eh ben, il y avait 300 000 personnes qui s'étaient portées volontaires sur une espèce de liste, et puis il n'y en a plus que 45 000. Et donc, il manque au moins 100 000 personnes, 100 000 salariés étrangers qui viennent lorsqu'arrive la saison des fruits d'été pour ramasser. Donc, eh bien, évidemment, pour ce qui est de la cueillette, eh ben, c'est l'agriculteur française qui est à la ramasse. Et puis, alors, une petite brève aussi, le CHU de Toulouse distribue des masques moisis ou non médicaux à des soignants. Effectivement, un stock de masques chirurgicaux périmés et sentant le moisi a été distribué à des soignants de la maternité Paul de Viguier, puis ensuite remplacé par d'autres masques, mais qui, eux, n'étaient pas destinés à un usage professionnel. Voilà ce qu'il faut retenir. Bon, sinon, Facebook m'a remis encore 3 jours. J'ai publié sur ma page Facebook que j'avais été de nouveau mis en censure pendant 24 heures, en expliquant, ben voilà, j'ai publié un article et j'ai eu mention de parler d'un collectif qui s'appelle J'ai Idan. Bon, il ne faut pas dire prononcer le mot, parce que dès qu'il y a ce mot qui sort, pouf, voilà. Donc j'ai mis, ben j'étais puni pendant 24 heures, et du coup, le lendemain matin, j'ouvre ma page Facebook, on me dit « Ah, vous avez tenu des propos haineux et inqualifiables, donc du coup, on vous remet 72 heures, et la prochaine fois, ça sera une semaine. » Bien.
Je profite, je m'accorde 10 minutes, je vais vous faire de l'éveil. Je ne m'appelle pas Jim l'éveilleur, mais je vais vous faire de l'éveil. Les 10 principes de la manipulation de masse, selon le linguiste Noam Chomsky. Qui est Noam Chomsky, c'est un linguiste nord-américain, connu mondialement pour ses travaux, mais quand même assez controversé dans son propre pays, puisque cet homme affiche aussi des idées anarchistes, ce qui n'est pas la meilleure façon de réussir aux États-Unis. Il a dans les 88-90 ans maintenant, et s'est intéressé à la manipulation de masse, et donc je voulais vous en parler parce que ça correspond bien un petit peu à ce qu'on vit. Il a bien cerné le sujet, identifié les paramètres. Pour lui, Noam Chomsky, les stratégies de la manipulation sont au nombre de 10. La première d'entre elles est la stratégie de la distraction ou stratégie de la diversion. C'est un élément primordial du contrôle social. Cette stratégie consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. En outre, la stratégie de la diversion empêche également le public de se cultiver, de chercher, de réfléchir, de développer ses connaissances. Dans les médias, surtout à la télévision, cette stratégie de la distraction occupe de plus en plus de place. Elle s'accompagne souvent d'une belle réussite côté audimat. Cela va de la télé-réalité, avec toujours des bombasses qui prennent la douche avec leurs gros seins, je vois ce que je veux dire, c'est un bel exemple, et on starifie des personnes qui ne peuvent pas aligner 3-4 mots à la suite, qui n'ont aucune connaissance, et on en fait des vedettes, des stars, qui vont même jusqu'au Festival de Cannes, voilà, et puis ce qu'on appelle une déification de certains sportifs, on les prend comme des dieux, des joueurs de foot, alors qui valent des millions et des millions et des millions, voilà, ou de basket sur le continent nord-américain, voilà. Donc, du coup, ces personnes gagnent des millions et des millions d'euros, des milliers et des milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros, des grands clubs de foot ou de basket, mais ça n'est pas grand monde. Et on est quand même dans un pays où on a au moins 8 millions de pauvres, mais bon, que le mec gagne 200 000 euros par mois pour taper dans un ballon. Bon. Et puis un chercheur va gagner 10 000 euros et va essayer de trouver un vaccin contre quoi d'ailleurs? Corona? Non, c'est pas la peine. Bref. Donc voilà, c'est très particulier. Donc voilà, donc le grand public, les journalistes feraient presque des dieux vivants de ces vedettes de sport. Donc voilà, ça s'appelle l'audimat. Voilà. Donc les moindres faits et gestes de ces personnes deviennent des événements. Tel joueur de foot au PSG a critiqué ses collègues, va-t-il partir, ne va-t-il pas partir? On en parle pendant des minutes et des heures. Voilà. Ça fait ni chaud ni froid sur votre vie, que le mec qui parte, il aille jouer ailleurs. Mais bon, tous les gens sont là accrochés. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, bref. Le pauvre, il est malade, il a pris froid, il a mal aux genoux, il a mal aux pieds. Enfin bon. Voilà. Oui, alors après, parfois on voit Macron. Macron, il avait une barbe de 3 jours début janvier, quelques poils au menton et sur les joues d'un ministre, etc. Et hop, la machine médiatique s'emballe. Ah oui, vous avez vu, il y a du blanc dans la barbe à Édouard Philippe. Ben voilà, on en fait des tonnes. Voilà. Après, c'est quelque chose de beaucoup plus litigieux. La deuxième stratégie consiste à créer des problèmes puis offrir des solutions. On crée d'abord une situation embarrassante pour susciter une réaction du public afin que celui-ci soit demandeur de mesures que je souhaite faire accepter. Par exemple, on va laisser se développer une violence urbaine pour que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Alors, parfois, il peut arriver, j'ai rien dit, qu'on encourage discrètement une crise économique pour faire accepter contre un mal nécessaire le recul des droits sociaux, le démantèlement des services publics. Oui, mais ça fonctionne. Les dictateurs sont les as dans ce domaine, et dans nos démocraties également, les exemples ne manquent pas. Dans certaines communes, même, on amplifie le sentiment d'insécurité, et en donnant beaucoup plus d'importance d'ailleurs, et ensuite on se positionne en sauveur en mettant en place des méthodes, des outils sécuritaires. Voilà ce qu'on peut dire. Troisièmement, la stratégie de la dégradation, là aussi c'est encore plus subtil, très efficace. Pour faire accepter une mesure au préalable quasi inacceptable, il suffit d'appliquer progressivement par petites doses sur une durée de 10 ans. Les conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 80-90,
chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent. Autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Quatrièmement, vous avez la stratégie du différé. Elle est maligne, celle-là. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse, mais nécessaire, nécessaire pour le futur, en obtenant l'accord du public aujourd'hui, mais pour une application demain. Vous voyez, c'est comme la retraite. Ah, mais on fait passer une retraite à 65 ans, mais ça s'appliquera. Ah oui, mais ça s'appliquera dans 10 ans ou dans 15 ans. Vous serez déjà à la retraite. Ça s'appliquera pour les autres, donc vous êtes d'accord, puisque vous ne serez pas touché. Vous voyez, voilà. Donc, nous avons un bel exemple, effectivement, avec cette réforme des retraites. Voilà, depuis le temps que certains proposent le départ à 65, 67 ans, voilà, petit à petit, les choses se feront graduellement. Et puis, on voyait, regardez Sibeth Ndiaye parler. Cinquièmement, on s'adresse au public comme à des enfants en bas âge. La réclame est le meilleur exemple d'ailleurs. La pub, les discours, les messages publicitaires destinés au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages à un ton particulièrement infantilisant, parfois débile. Il suffit d'allumer son téléviseur à n'importe quel moment de la journée pour en être convaincu. On peut être toujours un peu pour un bébé. Sixièmement, il faut faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. C'est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. On joue toujours sur les émotions, la peur. Rappelez-vous Roger Giquel, La France a peur. C'était en ouverture du journal de 20h le 18 février 1976, au lendemain de l'arrestation de Patrick Henry, meurtrier d'un enfant. Voilà. On joue uniquement sur l'émotionnel. Quelques flocons de neige en décembre ou en janvier. Ah, mon Dieu, la France va être paralysée, on ne peut plus rouler. Mais oui, c'est l'hiver, donc il y a de la neige. Voilà. Et puis la presse un scandale aussi. Voyez, Jean-Pierre Piernaud et sa femme Nathalie pleurent la disparition d'un enfant. En lisant ce titre, on pourrait croire qu'il s'agit d'un drame familial, que ces disparitions concernent des enfants de couple, que nenni. Même si cela n'enlève rien au drame, il s'agissait d'un enfant malade d'un cancer depuis quelques années que l'épouse du présentateur vedette de TF1 visitait régulièrement dans un hôpital parisien. Mais vous avez vu l'accroche, on a joué sur le sentiment émotionnel, vous avez acheté le magazine, pour s'apercevoir qu'en fin de compte, le titre était un peu trompeur. Septièmement, bien entendu, il faut maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. On fait en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies, les méthodes utilisées pour mieux les contrôler. Voilà, on utilise plein de choses de professionnels pour voiler, dissimuler la vérité. On peut omettre certaines choses sur les dangers des centrales nucléaires en fin de vie, ou dans l'absence de danger du centre d'enfouissement de déchets nucléaires qu'on va installer à la campagne à côté de chez vous. Voilà. On ne vous dit pas tout, quoi. Huitièmement, on va encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Ah oui, vous voyez, moi je pense aux rappeurs, mais voilà, il faut être vulgaire, inculte, assez cool, sympa, branché même. Le phénomène s'amplifie d'année en année, gagne du terrain et semble satisfaire un nombre croissant de nos concitoyens, notamment les jeunes. On va à la facilité. Quelqu'un qui va être dans l'effort, qui va être dans la recherche, dans l'analyse, on va dire, attends, t'es ringard, moi je suis cool et tout, ouais, je me lave pas, je me rase pas, je ferme pas mes lacets, voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc la télé-réalité excelle dans ce domaine, tout comme dans une certaine mesure les chaînes d'information continuent, les réseaux sociaux. Neuvièmement, on va remplacer la révolte par la culpabilité. On va faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système, l'individu s'auto-dévalue par lui-même, on lui fait tellement dire qu'il est nul, et ça le culpabilise. Donc, par exemple, vous êtes chômeur, mais c'est de votre faute, vous n'étiez pas au niveau, vous n'avez pas fait de la formation, vous n'avez pas fait assez d'études. Eh bien oui, mon pauvre monsieur, on ne peut pas vous donner un travail intéressant, Eh bien oui, vous avez juste un CAP, un BEP. Ah, mais vous avez que le bac. Oui, mais bon, maintenant, traversez de l'autre côté de la rue. Voyez, il y a eu le corona, mais c'est de votre faute. Vous n'avez pas mis vos masques. Ah oui, il ne fallait pas en mettre. Ah, je vous avais dit de ne pas en mettre. Oui, enfin, bon, c'est quand même de votre faute, parce que, voilà, vous étiez dans la rue, il ne fallait pas sortir. Voilà, bref. 10e stratégie, connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Donc, on a fait des progrès fulgurants en 50 ans dans la connaissance du public, la biologie, la neurobiologie, la psychologie appliquée, le système. C'est une connaissance avancée de l'être humain pour mieux connaître l'individu par lui-même. Donc,
Et là, on rejoint ce que je vous disais déjà, Big Brother, c'est du roman en 1984 de George Orwell. En 1949, il publie ça, des écrans qui vous surveillent et tout. C'est de la science-fiction. Mais maintenant, vous êtes surveillé, vous êtes tracé. Google sait où vous allez, dans quel magasin vous êtes allé, combien de temps vous êtes resté au téléphone avec votre belle-sœur. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, la vie en société s'est instaurée. Et donc, des individus exercent un pouvoir sur les autres. Mais il y a toujours eu des manipulateurs et des manipulés. C'est une évidence. Donc, on vous inculque de fausses opinions que vous pensiez véritables. C'est dans l'éducation. On ne vous apprend pas les bonnes choses. La manipulation a toujours exercé sa fâcheuse et détestable manœuvre sur des générations précédentes. Et le fait aujourd'hui, avec une réussite qui, je peux dire, doit nous inquiéter, nous alerter. C'est le développement des réseaux sociaux. Les jeunes sont également des victimes de choix. Et puis, il y a des programmes dans l'éducation scolaire, l'éducation nationale. Il y a certaines matières qui sont complètement occultées. Certaines étapes de l'histoire, tout ce qui se ressemble à la nation. On ne va plus parler de Napoléon. On va parler d'autres choses. Vous voyez, on va vous parler de choses. Bon, c'est pas contre les personnes qui sont de culture musulmane, mais pour un petit Français, l'intérêt, c'est peut-être pas de parler de la vie. J'en ai déjà parlé, on va croire que c'est une obsession, mais c'est un exemple qui me vient comme ça. Peut-être la vie du prophète, moi, on m'en a pas parlé de la vie du prophète. Bon, je connaissais l'islam, parce que bon, je me renseignais, je cherchais, etc. Mais voilà, on va vous parler de choses comme ça, on va vous parler peut-être de la préhistoire, mais la conquête des droits sociaux, les grèves, les révolutions de 48, les révolutions de 1830, 1848, après l'Empire, la Restauration, l'accession de Napoléon III au pouvoir, la révolution industrielle, les premières manifestations, les premières grèves, etc. Il y a des choses qui vont complètement être occultées. Voilà. Donc les gens, ils restent un petit peu comme ça, dans un flou artistique, et puis on les dérive sur l'islam, les religions, deux, trois trucs comme ça. Voilà, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. J'ai assez de problèmes avec la censure en ce moment, hein. Mais bon, pour moi, c'est pas prioritaire. C'est intéressant éventuellement à savoir dans un cours d'histoire, mais par rapport à la Révolution, la royauté, Louis XIV, etc., je crois parfois il y a des moments dans les programmes, on saute 100 ans et on se retrouve, voilà, on passe de Jeanne d'Arc à Louis XIV et tout le reste. Voilà. Voilà. C'est un type d'expression, je ne dis pas que c'est rigoureusement exact, mais voilà le sens dans lequel je veux dire. Eh bien écoutez, demain c'est l'Ascension, pour ceux qui savent encore dire quelque chose. Et puis, toujours soyez prudents, le corona nous guette, Vous allez être culpabilisé parce que vous êtes sorti, vous avez fait plus de 100 km. Parce que si vous faites 101 km, vous chopez le corona. Mais si vous faites 98 km, vous ne le chopez pas. C'est de la manipulation, voilà. Les travailleurs étrangers ont le droit de traverser toute la France pour aller cueillir des fraises ou des pommes en Normandie. Et eux, ils ne choperont pas le corona. Mais tandis que vous, si vous allez voir la grand-mère qui est à 110 km, vous êtes un mauvais Français et vous allez choper le corona. Et du coup, le pays va être dans la misère à cause de vous. Et il y aura un second confinement. D'accord? Ah oui, c'est ça, voilà. Allez. Merci en tous les cas, merci pour tous vos messages de soutien, vos questions, vos encouragements. Vraiment, c'est un bonheur de vous entendre, vos conseils et tout. Voilà. Écoutez, je suis à votre disposition. Et bonne fin de journée, à très bientôt. Merci encore. Au revoir. N'oubliez pas, partagez, parce que moi, je ne peux plus trop partager en ce moment. Hein. Je suis censuré. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.